Et bien maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Nassouf Madi, qui est fondateur de WayUp Studio et qui va venir nous parler dans un monde de start-up où on parle de levée de fonds, de business angel, et bien de la tendance Services for Equity. Alors bonjour à tous, je m'appelle Nassouf Madi, je suis le fondateur de WayUp Studio, donc comme on vient de me présenter. Alors WayUp Studio, c'est un studio de développement qui a la particularité de proposer du service for equity. Alors juste rapidement, même si on n'est pas beaucoup par lever de main, qui a déjà entendu parler de service for equity dans la salle? Ok, donc on va dire à peu près 10-20% de la salle. Alors je vais vous parler de service for equity. Pour ça, je vais vous parler de parcours startup et des différents moyens de financement qu'il y a sur le parcours d'une startup. Je vais commencer par quelques chiffres. Alors 3 milliards 203 millions d'euros, c'est ce que les startups françaises uniquement ont levé sur l'année 2018. 452 millions d'euros sur le mois d'avril 2019 et 30 millions d'euros sur la semaine du 17 mai 2019. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ces chiffres ne me parlent absolument pas en fait. Ils ne sont pas hyper concrets, on entend parler de levée de fonds un peu partout. Mais par contre, il y a un chiffre qui est beaucoup plus parlant pour moi, et c'est celui-ci. C'est que 90% des startups échouent. Et ça nous amène à nous poser la question de pourquoi ces boîtes ne fonctionnent pas alors qu'il y a des différents moyens de financement et donc Pourquoi les moyens de financement ne suffisent pas forcément à monter des startups qui réussissent. Alors, on va revenir quelques années en arrière, dans les années 2000-2010, où le parcours entrepreneurial est ressemblé un petit peu à ça pour caricaturer. Donc c'est un ou une entrepreneur qui a une idée et qui va aller la développer et va aller chercher de la croissance. On a quelques exemples de startups qui ont pas mal fonctionné dans ces années-là, comme Attractive World en 2007, monté par Ludovic Huro, qui lui a un parcours financier, a travaillé juste avant dans une société d'investissement et qui, pour financer du coup la création de son site internet, la croissance, etc., a compté sur des économies perso et sur ce qu'on appelle de la love money. Donc de l'argent que ses proches ont investi parce qu'ils croyaient en son projet et au passage pour défiscaliser un petit peu. On a l'exemple aussi de Criteo qui a été lancé par Jean-Baptiste Rudel, que vous connaissez sûrement tous, avec 2 associés techniques, qui lui aussi a compté sur des économies perso et sur de la levée de fonds, sachant qu'il a pu compter sur sa crédibilité, vu qu'il avait monté quelques startups avant, dont une qu'il a très bien revendue. Aujourd'hui, le parcours, les étapes du parcours se sont un peu raccourcies. Donc on part toujours d'une idée, on va aller la tester le plus rapidement possible. Et une fois qu'elle est testée et validée, on va aller créer son produit, son MVP avec le nombre de fonctionnalités limité qui correspond à la demande. Et on va partir sur de la croissance. Et tout au long de ce parcours, on a différents types de financement. Donc de l'idée à la validation, on peut compter sur Pôle emploi, sur des subventions BPI, des subventions locales, etc. Sachant que pour valider une idée, on n'a pas besoin d'énormément de fonds. Il y a plein d'outils gratuits qui permettent de faire des tests de landing page, etc. Une fois que l'idée est validée, on passe à la première étape super intéressante dans le parcours entrepreneurial, donc, qui est d'aller créer son produit, d'aller créer son MVP, son site internet, son application mobile. Et pour ça, on peut compter du coup soit sur des économies personnelles si on en a, soit sur de l'emprunt bancaire ou sur de la love money, encore une fois, si on a des proches qui croient suffisamment dans notre projet pour injecter de l'argent. Une fois passé cette étape et qu'on est un peu plus en croissance, il y a tout un tas de fonds d'investissement, de business angels, de groupes de business angels qui sont disponibles. Bon, le parcours, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des fonds d'investissement qui investissent un petit peu avant le produit, mais ça reste quand même assez rare. La liste n'est pas exhaustive. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a un site qui s'appelle eldorado.co qui les liste très bien et qui fait l'intermédiaire entre entrepreneurs et fonds d'investissement. Cela dit, donc, le financement, c'est que le commencement. Ce qui compte, c'est tout ce qui va être fait derrière avec ce financement. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce taux d'échec assez grand. Si on prend aujourd'hui 2 personnes dans la salle avec la même idée de départ, qu'on finance à la même hauteur, ils vont exécuter différemment, ils vont aller voir des partenaires, des clients différents. Toute l'exécution va être différente et de là va découler ou non la réussite du projet. Donc partant de ça, il y a d'autres acteurs qui viennent accompagner plus bas que le financement, donc apporter plus que du financement, apporter de l'accompagnement, de la mise en relation, plus de valeur au final que du simple financement et qui va permettre d'accélérer, d'éviter de perdre du temps sur certaines étapes et toujours dans cette optique d'accélérer entre chacune des étapes, sachant que la première ressource d'une startup, ce qui est le plus important pour un entrepreneur, c'est d'aller au plus vite, au contact de son marché. Et on a un acteur que vous connaissez aussi certainement tous, qui est The Family, qui fonctionne un peu comme ça, mais qui a une particularité qui est de travailler contre des parts de capital. Donc ils travaillent pour fonctionner comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller lever des fonds eux-mêmes auprès de fonds d'investissement, qui vont réinvestir en service, en mise en relation, en mise en contact, etc. Et ça fait d'eux des partenaires qui sont totalement alignés avec les entrepreneurs et qui vont parfois aller
un peu plus loin que juste de l'accompagnement, parce que leur intérêt, justement, ça va être de revendre ces parts-là. Le service for equity, il se trouve ici. Il se trouve au niveau de l'exécution. Donc, dans le concret, ça correspond à faire de l'exécution, faire par exemple du développement, du marketing ou autre, au niveau de l'entrepreneur et complètement aligné avec ses intérêts parce qu'on travaille non pas pour une rémunération, mais contre du capital. Et si on veut rentrer dans une étape concrète du projet, on a validé son idée, on va passer en phase de développement de son produit, donc de sa V1. À cette étape, on a différentes méthodes, différents moyens pour y arriver, plus ou moins alignés avec notre intérêt premier qui est de gagner du temps, d'aller au plus vite, etc. Et plus ou moins coûteux financièrement. Alors la première méthode à laquelle on pourrait penser, c'est faire appel à des agences, à des freelances, sachant totalement compter sur leur expertise. Mais par définition, des agences, des freelances, ils ont des intérêts totalement désalignés de ceux des entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, votre intérêt, c'est de gagner du temps, c'est d'aller au plus vite. En tant qu'agence ou freelance, l'intérêt, c'est de vendre du temps, justement. Donc, on est totalement désaligné au niveau des intérêts. On pourrait se dire, bon, pour diminuer les coûts, je vais faire ça en offshore, ou je vais faire ça avec un étudiant ou un stagiaire ou autre. Là, pareil, bien qu'on diminue les coûts, en termes d'alignement d'intérêt, on n'est pas en phase. En offshore, c'est compliqué à gérer, et l'alignement d'intérêt n'est tout simplement pas en phase. Et bien alors, la question que se posent certains se disent, bon, bah, je vais aller développer moi-même, je vais me retrousser les manches, je vais rentrer en mode MacGyver et je vais développer moi-même mon application. Alors là, il y a des acteurs qui permettent d'apprendre à coder, et moi je trouve que c'est une très bonne chose, surtout quand on se lance dans le digital, de ne serait-ce que comprendre comment ça marche, etc. Par contre, il ne faut pas se leurrer, on ne devient pas développeur au bout de 6 mois, on peut développer au bout de 6 mois, mais on n'a pas les compétences suffisantes pour faire des produits qui sont viables, qui vont tenir dans l'évolution de la startup, qui vont tenir dans le temps. Et nous vient donc la solution la plus alignée au niveau des intérêts et financièrement la plus intéressante, qui est soit bien évidemment de trouver un associé technique qui croit en notre projet, qui va nous suivre du début à la fin de la startup, jusqu'à la mort de la startup ou jusqu'à la réussite, ou alors de passer par du service for equity qui correspond un peu à un associé mais temporaire qui va travailler avec nous d'une étape à une autre de la startup. Si je devais résumer le service for equity, ça correspondait un peu à ça pour ceux qui regardent Game of Thrones. C'est de l'exécution plus de l'alignement d'intérêt total. Et c'est ce qui constitue le service for equity. Alors, il y a quelques freins à ça. Les premiers freins sont administratifs. Pour entrer au capital d'une startup sans injecter de l'argent, sans passer par une phase d'augmentation du capital, c'est assez compliqué. Il y a tout ce qui est juridique, ça doit passer par des avocats, etc. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, c'est encore un blocage qu'on a aujourd'hui. L'autre frein qu'on a principalement, en tout cas que moi je rencontre avec WayUp Studio, c'est vraiment la perception qu'ont les gens du service for equity. Aujourd'hui, quand on parle de service for equity, les entrepreneurs ont tendance à se dire si je vais passer par un prestataire, autant le payer plutôt que laisser des parts de mon capital. Ça me fait un peu penser à quelques années, on revient de 10 années en arrière. Lorsque vous aviez des boîtes de conseil, si vous aviez une boîte de conseil qui venait voir un entrepreneur, une startup et qui lui disait pour 5% de ton capital, je t'accompagne, je te mets en relation avec les personnes qu'il faut, etc., ça pouvait sembler absurde. Et c'est ce que Gest Family a fait finalement. Ils ont prouvé que la valeur ajoutée de l'alignement d'intérêt est bien plus forte que juste de la prestation rémunérée. Au niveau du timing, c'est maintenant que ça se passe vraiment, c'est maintenant que ça commence à se développer de plus en plus. Alors on a des boîtes comme Pentalabs qui est lancée par Pentalog, donc c'est une société qui existe depuis 1993, qui compte à peu près 1000 salariés un peu partout en Europe et qui se base sur son cash flow pour réinjecter comme web en service for equity pour des startups. Après, on a des sociétés type studio de développement, un peu comme WayUp Studio ou comme Blacksmith, qui est une étape un peu plus évoluée que WayUp Studio. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont développer une partie du temps en prestation et le reste du temps, elles vont essayer de trouver des startups intéressantes avec qui elles sont en phase pour les accompagner sur cette phase de création de produits ou un peu au-delà. Puis après, on a, entre guillemets, les opportunistes. Alors, ce n'est pas du tout un terme péjoratif. Ça va être généralement des freelances ou des petites boîtes de prestat qui vont rencontrer un moment un entrepreneur, vont travailler avec un entrepreneur qui peut se retrouver bloqué financièrement et qui vont se dire j'ai envie de t'accompagner un peu plus loin. Et pour quelque part d'equity, ils vont travailler totalement alignés avec eux. Et je pense que c'est une tendance qui va se généraliser. Alors dans l'évolution à venir, comme je pense que les fonds d'investissement ont tout intérêt à descendre dans le service qu'elles apportent. Alors, les fonds aujourd'hui prodiguent du conseil, font de la mise en relation, etc., dans le but de toujours apporter plus de valeur et permettre d'accélérer encore plus sur le parcours entrepreneurial. Mais elles peuvent aller encore plus loin, et ils peuvent aller encore plus loin en injectant du service, en faisant vraiment de la prestation. Et c'est ce que fait par exemple La Poste. La Poste a créé La Poste Service for Equity il y a 1 mois et demi à peine.
Et c'est ce qu'ils proposent. Ils proposent donc d'accompagner des entrepreneurs. Bon, ça reste le groupe La Poste, donc du coup, il faut avoir un minimum de 50 000 € de chiffre d'affaires. Il y a quelques trucs un peu carrés à suivre là-dessus. Mais en tout cas, ils vont dans ce sens-là. Et pour proposer du service for equity, vu qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à de la prestation au final. Au final, c'est un modèle un peu hybride où ils vont injecter l'équivalent de 200 000 € de prestations qui vont aller facturer, payer à des prestataires. Et on va avoir d'un autre côté des studios de développement, des experts de l'exécution, que ce soit des studios de développement, de marketing, des sociétés vraiment experts dans l'exécution qui auront tout intérêt à venir proposer ce modèle-là de service for equity, à venir s'aligner avec des startups pour, au passage, investir là-dedans et qui vont donc développer ce modèle-là. Donc pour le moment, la plupart des boîtes qui fonctionnent comme ça fonctionnent sur la base de leur rémunération en presta. Donc elles vont faire une partie en presta et une partie en equity, mais on peut tout à fait imaginer qu'on aura un modèle un peu comme The Family, où les sociétés de presta, des studios de développement peuvent être amenés à lever des fonds pour se spécialiser et faire uniquement ça, uniquement de l'exécution contre des parts de capital. Au final, si je devais résumer le service for equity, c'est faire une part du chemin entrepreneurial avec l'entrepreneur. Donc, j'ai cité l'exemple de MyCogestion, qui est la première startup qu'on a accompagnée à WayUp Studio. MyCogestion, c'est fondé par Carl Pignol. C'est un gestionnaire de copropriété qui était professionnel, qui travaillait dans une société de gestion de copropriété, qui s'est rendu compte qu'il avait plein de demandes de copro qui étaient trop petites pour être acceptées et du coup qui étaient tout simplement laissées sur le carreau. Que ces sociétés-là, du coup, ces copropriétés-là, pardon, sont amenées à se gérer elles-mêmes, sont amenées à être syndics bénévoles. Et pour ça, vu que c'est complexe, vu qu'il faut gérer de la comptabilité, des appels de fonds, des assemblées générales, etc., se mettent à avoir comme outil seulement des trucs comme du Google Drive, devoir chercher sur Internet la législation par rapport à ça. Enfin, c'est hyper complexe. Et donc, il s'est dit, je vais quitter ma boîte, je vais répondre à ce problème-là. Il a quitté sa boîte, il a emprunté de l'argent, il a emprunté 15 000 € pour faire développer ça. Et il a d'abord commencé par une société offshore. Il a développé une première application, il est passé par un cahier des charges, etc. Il a lancé son site Internet, donc son application. Et il s'est rendu compte, en fait, en la confrontant avec ses clients, que ce n'était pas tout à fait ça, qu'il y avait des fonctionnalités qui n'étaient pas comprises, que ça ne répondait pas forcément. Donc il faisait du ping-pong en fait. Il alternait entre rajouter des fonctionnalités, faire l'alternance entre la boîte de prestations et ses demandes. Et il se retrouvait un petit peu bloqué dans ça. Donc à cette période-là, moi je l'ai rencontré. Et j'ai beaucoup cru en son projet, en le fait que c'est quelqu'un qui est dynamique, qui va de l'avant, qui sait de quoi il parle et qui commençait à déjà avoir quelques clients malgré qu'il avait une application qui était un peu bancale. Et c'est de là, c'est pour ça que je parlais d'opportunisme, c'est de là que je lui ai proposé ce modèle-là de service for equity, où on a repris de zéro son application et on l'a redéveloppé semaine par semaine, fonctionnalité par fonctionnalité, en allant en contact du client, en voyant si ça fonctionne, en étant vraiment totalement aligné avec ses intérêts. Et en fait, si je devais résumer le service for equity, je dirais que c'est tout simplement avoir un associé temporaire, plutôt que trouver un associé développeur dans un contexte de pénurie où c'est hyper compliqué et de lui dire crois en mon projet, investis-toi contre du capital sur des années, sur les 10 prochaines années, et si ça marche, peut-être que tu auras gain de cause, enfin, peut-être que ça fonctionnera. Bah, c'est de se dire, je vais aller chercher un prestataire qui lui, un acteur pardon, qui lui est spécialisé dans ça, est spécialisé dans l'exécution, qui lui ne fait que ça, est spécialisé dans le fait d'amener une startup d'une étape A à une étape B, que ce soit en développement, que ce soit en growth marketing, en tout type de domaine, et va aller du coup s'associer avec cette personne d'un point A à un point B. C'était un peu plus court que prévu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis joignable à ce numéro-là et vous pouvez me contacter sur le site WayUp Studio. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Du coup, on a le temps pour des petites questions éventuellement, si vous voulez. Ou... Bonjour, merci pour le talk. Comment faites-vous pour faire le matching entre le freelance ou la personne qui va faire le time funding et la startup? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Comment vous faites pour faire le matching entre les deux, entre la startup et la personne qui va donner son temps? Bah en fait, chez WayUp Studio, on ne fait pas le matching, on est les exécutants en question. On ne va pas chercher des exécutants, on ne va pas chercher des freelances pour les faire travailler pour une startup, mais on travaille nous-mêmes pour cette startup-là. Et pour pouvoir le proposer, on va faire une partie de l'année où on va faire de la prestation classique pour des startups qui sont plus évoluées, pour se maintenir à jour techniquement, pour voir c'est quoi les besoins dans l'évolution des startups, et une partie de l'année où on va développer nous-mêmes l'application pour ces startups early stage contre du capital.
D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord pour ce talk. Du coup, si c'est vous qui faites l'exécution, c'est quoi vos critères pour choisir les startups early stage avec lesquelles vous allez travailler en échange d'equity? Alors c'est une très bonne question parce qu'on sélectionne des startups à une étape très jeune où généralement elles n'ont pas forcément de chiffres clés, etc. Donc ce qu'on va regarder, c'est tout simplement le parcours de l'entrepreneur, ses motivations. Qu'est-ce que l'entrepreneur a été capable de faire sans avoir de site internet ou de solution? Alors il y en a beaucoup qui vont se dire, je suis bloqué, j'ai besoin d'avoir mon application, j'ai besoin d'avoir mon site internet pour avancer. Mais il y a énormément de choses qui sont possibles de faire avant, que ce soit aller prendre contact avec des clients potentiels, aller communiquer avec d'autres moyens qu'avoir le produit final. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, qui vont nous permettre de savoir si on juge l'entrepreneur, en tout cas, capable d'aller continuer à cette exécution. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Je reviens sur une de vos slides qui était très intéressante. Je n'ai pas bien compris quel peut être l'intérêt pour les fonds de payer des prestataires contre une prise de participation dans les startups pour lesquelles les prestataires vont travailler. Si vous pouvez revenir sur cette slide, ça serait bien. Alors, c'était certainement celle-là, c'est ça? Merci. Alors, ce que je voulais exprimer par là, c'est que on a l'exemple, par exemple, de La Poste qui a créé son service, sa filiale de service for equity. Et ce que La Poste fait au final, c'est qu'elle va prendre des parts d'une startup compte de l'investissement, donc une partie en cash et une partie en service. Mais pour proposer ce service, vu que La Poste n'est pas spécialisée du tout dans le développement, elle va faire appel à un prestat externe. Donc au final, c'est juste de déporter la prestation. Bonjour. Bonjour, merci tout d'abord pour le talk. Je voulais savoir quelles limites vous donnez à l'investissement en temps, puisque vous êtes un associé temporaire comme vous le dites, mais j'imagine qu'il y a une limite et que vous n'allez pas développer indéfiniment un produit. Comment se passe cette négociation? Est-ce que c'est finalement comme si vous faisiez une prestation en équivalent capital? Et comment se passe le cas où il y a besoin de plus de travail pour arriver au produit? Alors, ce qu'on va définir, ce n'est pas une période de temps. On ne va pas définir, par exemple, 3 mois de développement. Ce qu'on va définir, c'est un produit. C'est une étape. Pour le cas de MyCogestion, par exemple, on va définir que le produit doit avoir telle et telle fonctionnalité de manière très large. Et on va développer ces fonctionnalités au fur et à mesure en les faisant tester avec le client. Donc, ça peut prendre beaucoup plus que 3 mois. Ça peut s'étaler sur plus longtemps. Mais le but, c'est que le produit qui est développé au final, parce qu'on l'a travaillé par petits cycles, corresponde parfaitement à la demande. Donc, ça correspond un petit peu à de la prestation qui est convertie en capital, mais avec un aliment d'intérêt qui fait qu'on va travailler par petits cycles et on peut être amené à réintervenir plus tard. Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'une fois que le produit est développé et lancé, on ne s'arrête pas là, on ne va pas juste rester en retrait, on reste en conseil technique. Donc on va suivre l'évolution de la startup, techniquement, on va être là en conseil technique. Et quand la startup aura suffisamment de fonds pour recruter un développeur ou pour recruter un CTO, on va être là pour l'accompagner, parce qu'on est spécialisé, parce qu'on va pouvoir tester le développeur, etc. Bonjour, merci pour Bonjour. le talk également. Comment vous faites pour gérer le temps en fait passé entre du coup votre activité? En gros, vous avez une activité d'agence, non, de développement, c'est ça, pour des clients Ouais, c'est ça, classiques, et de l'autre côté, en fait, des investissements donc dans des startups. Comment vous gérez en fait le temps d'un développeur ou de plusieurs développeurs qui vont passer du temps sur quelque chose qui ne va pas être rentable tout de suite, voire qui ne va pas fonctionner. Voilà. Et est-ce que vous le valorisez peut-être comment vous le valorisez dans les comptes? Alors pour cette question-là, ce qu'on va faire, c'est que pour la partie Presta, on a une période qui est très bien définie. Là, par exemple, on est en plein dedans, on est sur une période de 3 mois de prestation. Et on a toujours un développeur avec au moins 50% de bande passante pour pouvoir intervenir sur les produits qui sont en place. Donc là, pour le cas de MyCogestion, si jamais il y a un bug, si jamais il y a des fonctionnalités à développer de manière assez urgente, on se réserve toujours 50% de bande passante pour pouvoir intervenir là-dessus. Après, ça reste de l'investissement qui doit être défini. Le but, ce n'est pas d'intervenir tout au long de la période de la startup. Dans ce cas-là, on ne prendrait pas les mêmes parts d'equity, mais c'est d'avoir quelque chose de défini en termes de prestations. Donc, je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse, d'ailleurs. Ça répond à votre question.
va prendre une dernière petite question. Bonjour, merci pour votre intervention. La question, c'est plutôt de se dire, en général, lorsqu'on discute avec un fonds pour qu'il rentre, on réfléchit déjà à savoir à quel moment est-ce qu'il va sortir. Et comment ça se passe dans votre cas? Alors, on n'a pas encore eu de sortie, sachant qu'on s'est lancé assez récemment, on s'est lancé il y a 1 an. Après, honnêtement, on n'a pas défini clairement cette partie-là. On n'a pas une stratégie claire sur sortir à horizon 3 ans, 4 ans. Je pense que ça évolue tellement vite et que c'est tellement flexible qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une ligne décisive comme ça et dire à l'entrepreneur, on rentre aujourd'hui, on développe ça, et dans 3 ans, il faut qu'on sorte. On voit comment évoluent les choses, on voit comment les startups qu'on accompagne évoluent, et puis après, on verra à quel moment sera le plus opportun de faire nos premières sorties. Eh bien, merci encore à Nassouf pour sa présentation. On l'applaudit bien fort. Merci à vous.